je me suis fait une certaine idée de la France. Voici les premiers mots de la première ligne des mémoires de guerre du général de Gaulle. C'est sans nul doute cette certaine idée de la France qui, 15 ans auparavant, poussa l'inconnu général qu'il incarnait alors à refuser de déposer les armes face à l'Allemagne, à rejoindre Londres et à appeler le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les Français à la résistance. Mais que sait-on réellement du général? Sa voix continue de résonner en notre mémoire collective, sa haute silhouette hante encore les lieux qu'il a fréquentés, ses idées et son héritage continuent de vivre un demi-siècle après sa mort. En cette année ô combien important du point de vue mémoriel, le contemporain, dans son nouveau podcast Rencontre, vous propose de vous replonger dans la vie du dernier des géants de notre histoire, de sa naissance à Lille en 1890 à la libération du pays en 1944. De Gaulle, homme du 18 juin, De Gaulle, homme d'espérance, De Gaulle, homme de la situation. Les mots nous manqueraient presque pour dresser le portrait de ce monument national, mais les mots, rassurons-nous, notre invité les a trouvés. Je suis en effet ravi pour cette émission d'être en compagnie, qui s'annonce passionnante, d'être en compagnie d'un homme d'exception que j'apprécie énormément pour sa plume, comme pour son humanité, Jean-Luc Barré, écrivain, historien et éditeur, fondateur des éditions Bouquin et président depuis janvier, c'est tout récent, des éditions Plomb. Auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Devenir de Gaulle, paru en 2003, et du premier des 3 volumes de la biographie De Gaulle, une vie, qui consacre au général, l'homme de personne, 1890-1944, paru chez nos amis de Grasset et qui a reçu le prix Renaudot de l'essai l'année dernière. Jean-Luc Barré, bonjour. Bonjour. Première question, Jean-Luc Barré, pour commencer cet entretien, une question qui est assez intime et qui revient souvent quand on traite de biographes et de personnages historiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le général? Bon, quand vous avez prononcé le mot intime, qui me paraît juste, c'est-à-dire d'abord je l'ai pas connu, mais enfin je l'ai connu par je veux dire télévision interposée, par presse interposée, j'ai connu très bien son fils, mais non, c'est intime au sens que c'est une sorte à la fois de passion d'adolescence. J'ai l'habitude de dire qu'il est un peu le héros de mon adolescence, c'est vrai. Moi, mon héros, c'était pas Tintin, voilà, c'était De Gaulle, voilà. Donc il y avait cette passion, personnage totalement romanesque et grande figure de l'histoire, qui fait qu'après j'ai fait des études d'histoire d'ailleurs, sans doute grâce ou à cause de lui. Et puis après, c'était le sentiment d'un personnage d'exception qui m'intéressait sur le plan politique. Donc je me suis engagé politiquement aussi dans le sillage du gaullisme. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur lui en tant qu'historien. Bon, il m'accompagne depuis je parle de 15-16 ans. Bon. Et donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelait Devenir de Gaulle. J'ai travaillé d'abord pour ses archives, pour la publication de ses mémoires dans la Pléiade. J'ai eu accès à ses archives. Et puis j'ai écrit d'autres livres où il était plus ou moins toujours présent, François Mauriac notamment. Enfin, il y a toujours des personnages qui me ramenaient à lui. Et puis je me disais un jour, il faudrait que je me lance vraiment dans l'entreprise de la biographie. Je savais que c'était monumental. Jusque-là, j'avais cheminé assez paisiblement sur des sujets, sur des sommets, disons, accessibles. J'avais le sentiment que là, c'était un sommet inaccessible. Mais je me suis lancé. Et évidemment, bon, voilà, j'ai réussi à écrire ce premier volume. Je pense que les 2 autres suivront normalement. Mais c'est très personnel. Voilà, ça tient une admiration certaine. Moi, j'ai surtout veillé dans ce livre à faire en sorte que cette admiration ne transparaisse pas trop. Parce que c'est précisément parce que je n'avais pas de problème à régler avec lui que je pu me permettre de faire une biographie distanciée, où je ne cherche pas. Il n'a pas besoin de moi pour qu'on dise qu'il est grand, que c'est un grand homme. Je veux dire, ça va, personne n'en doute. Mais ce que je crois qu'il fallait faire, c'est une biographie qui soit précisément la plus objective possible, la plus distanciée possible, encore une fois, et celle qui n'hésite pas à montrer le personnage dans sa complexité. Je crois que ce qu'on a un peu gommé à travers le temps, on l'a statifié, on l'a enfermé dans un mausolée, tout le monde se réclame du gaullisme de manière un peu abusive, je trouve, même l'extrême droite, c'est dire, mais la complexité du personnage, on l'a un peu occulté, et plus on avance d'ailleurs dans la connaissance de Gaulle, dans l'étude de son œuvre, de son action, de son personnage, plus on s'aperçoit de la complexité, de la diversité. C'est pas un homme d'un bloc, c'est un personnage qui se construit à travers le temps, c'est une action, il y a des lignes de force, il y a des visions très fortes, mais voilà, on ne peut pas enfermer De Gaulle dans une définition. Alors, vous avez parlé d'une certaine idée de la France, je pense que ça c'est central pour le comprendre,
Mais vous voyez, il dit pas j'ai une idée de la France, il dit j'ai une certaine idée de la France. Donc déjà le mot certain, qui n'est pas une certitude pour le coup, qui est plutôt une idée particulière, c'est-à-dire j'ai mon idée de la France, j'ai une certaine idée de la France qui n'appartient qu'à moi et qui peut appartenir à d'autres, mais qui est déjà qui montre le côté extrêmement personnel finalement de ce lien avec la France. Tout ça, c'est autant d'éléments qui m'ont amené vers lui. J'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir accès à des archives privées qui étaient les siennes, tout simplement, que son fils m'avait ouvertes. Et puis voilà, puis il y a tout le reste. Je suis débiteur aussi à l'égard, bien sûr, de ceux qui ont écrit des biographies avant moi, mais je tiens à dire qu'il n'y en a pas, contrairement à une légende qui veut qu'on ait tout dit sur De Gaulle. D'abord, c'est totalement absurde dans la mesure où je démontre dans ce premier volume et dans les suivants qu'il y a encore beaucoup de sources et beaucoup d'aspects qui n'ont pas été explorés. Mais il n'y a pas tant de biographies que ça. Il y a en France, il y a une biographie tous les 20 ans à peu près. Voilà. Et la mienne, faite par un Français. La dernière en France date de 2002. La mienne a été faite en 23. Il y a eu entre-temps une biographie anglaise, mais c'est un autre débat. Alors, partons sur les traces de Charles de Gaulle. Alors, c'est donc à Lille, chez ses parents maternels, le 22 novembre 1890, que naît Charles de Gaulle, troisième enfant d'une fratrie de quatre. Le jeune garçon grandit au sein d'une famille patriote, catholique et de tradition royaliste, marquée par la terrible défaite de 1870 face à la Prusse. Il est élevé dans l'amour des lettres et de l'histoire. Son père, Henri de Gaulle, lui-même professeur, lui faisait lire les grands auteurs de son temps, Bergson, Péguy, Chateaubriand, également des classiques. Alors Jean-Luc Barré, quel enfant était le petit de Gaulle, lui qui s'imaginait à 15 ans sauver la France? C'était déjà un garçon extrêmement singulier. Dans une famille, ils étaient 5. Il n'était pas l'aîné, mais il était le chef de famille pratiquement parce qu'il était celui qui était le plus brillant, le plus arrogant, le plus solitaire, le plus dominateur, le plus impérieux. Enfin, il y avait tout ça déjà. Bon. Et c'est génial. Le père, d'ailleurs, s'inquiétait beaucoup du génie de son fils en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de Charles? Enfin, c'était paradoxal, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il était tellement assez insupportable déjà, et assez exceptionnel. Donc, c'est un enfant, encore une fois, qui a au fond, qui a un désir de s'affirmer, qui a un désir, qui perçoit sans doute ce qu'il a de tout à fait original, qui ne ressemble pas aux autres, ni à ses frères d'ailleurs, qui a une grande curiosité de tout ce qui est, pas le monde politique, mais l'histoire, la littérature, beaucoup, qui se cultive beaucoup, qui lit beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas comprendre De Gaulle sans la culture. C'est un homme qui a des références, très jeune, qui a eu des références littéraires, philosophiques, historiques. Donc, qui est curieux de ce qui se passe autour de lui, de comprendre les choses, qui vit dans un milieu relativement protégé, mais avec un père qui lui inculque des valeurs patriotiques, des valeurs nationales. Il naît dans un milieu monarchiste, un milieu un peu à contre-courant finalement de l'époque, mais parce que pas républicain, mais plutôt quand même, donc encore une fois monarchiste, donc assez traditionnaliste, plus que conservateur, je pense, traditionnaliste. Voilà, il est imprégné de tout ça. C'est un garçon qui effectivement à l'âge de 15 ans va parler de lui en parlant du général de Gaulle, qui a une intuition de lui-même, de ce qu'il peut être. Il pense qu'il peut être il a envie d'être soldat, parce que son père a été un soldat, mais un soldat un peu manqué, qui n'a pas réussi vraiment à s'imposer pendant la guerre de 70. Donc il rêvait d'une carrière militaire, mais le père n'a pas pu le faire, donc le fils, quelque part, accomplit la vocation du père. Euh, mais Enfin, oui, il pense qu'il aura un grand destin. Alors, il pense qu'il sera le général de Gaulle. Ça peut paraître curieux qu'il parle de lui déjà comme du général de Gaulle à 15 ans, mais c'est une génération dans laquelle qui a été élevée dans l'idée de la revanche. C'est-à-dire, c'est une génération à qui on a expliqué qu'il faudrait de toute façon un jour ou l'autre prendre la revanche de la guerre de 70. Donc, N'en parlons pas, mais y pensons toujours, voilà, comme disait Gambetta. voilà, c'est ça. Et donc, ça peut paraître étonnant qu'il parle de lui comme ça. Qui que ce soit qui a une vraie vocation peut se projeter, si vous rêvez d'être un grand acteur, pour vous dire que vous allez tourner dans les plus grands films à l'âge de 30 ans, ou un grand écrivain, je vous sais, c'était Victor Hugo qui disait Chateaubriand ou être Chateaubriand ou rien. Bon. Donc il y a une grande idée de soi, il se trouve que cette idée va s'accomplir, voilà, simplement. Enfin, elle va s'accomplir d'une certaine manière d'ailleurs, parce qu'il sera jamais le général de Gaulle tel qu'il l'a imaginé, et il ne battra pas les Prussiens ou les Allemands en 1930. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est le sentiment
d'une vocation profonde, d'un destin. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de grand destin où que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, sans qu'on ait soi-même eu le sentiment qu'on pouvait à un moment donné accomplir quelque chose de grand. Alors après, ça se réalise ou pas, mais voilà, lui, il avait ça en lui en tout cas. Alors il avait une culture, il avait en effet un génie qui se devinait déjà, mais ses résultats scolaires étaient, on va dire, inférieurs à ceux de son frère Xavier notamment, Oui, de son aîné. Il ne mais brillait pas autant que lui. non, non, parce que je crois que c'était pas son souci. Je crois que ceux qui réussissent dans la vie sont pas forcément les bons élèves, enfin les très bons élèves. Je veux dire par là qu'il y avait un côté appliqué chez lui, il n'y avait pas un côté studieux. De toute façon, il a le sentiment qu'il y a des choses, il les réussirait, mais autrement, par une façon d'être, quelque chose de très personnel. C'était pas forcément de l'ordre du, 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 du brio scolaire. Donc après, d'ailleurs, quand il est sorti de Saint-Cyr, il n'était pas parmi les premiers. Donc Il était 13e. Oui, c'est ça. C'était pas du tout ça. Je crois qu'il n'était pas dans cette idée-là. Ça veut pas dire qu'il travaillait pas. Ça veut dire simplement qu'il a le sentiment que les choses s'accompliraient autrement et que voilà, c'était pas forcément par l'école. Je suis pas sûr qu'il aimait ce milieu d'ailleurs. Je crois qu'il n'a pas aimé beaucoup le milieu. Alors, il a été élève chez les jésuites en exil, si je puis dire, en Belgique à l'époque où les congrégations religieuses avaient été expulsées de France. Et donc, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il a été le mieux finalement, mais vous voyez, il s'intégrait pas à tous ces milieux. Quand il est arrivé à Saint-Ouen, il a commencé par vous soyer ses camarades, alors tout le monde se tutoyait. Enfin, donc tout de suite, il y a une espèce de distance qui est prise. Il y a une forme de marginalité chez lui. Voilà. Et donc, c'est pas grave d'être moins brillant à l'école. Après, quand il a décidé de travailler, il a travaillé, hein, donc il s'est imposé. Mais c'était pas, au fond, c'est pas les résultats scolaires qui l'intéressaient, c'est d'apprendre des choses. C'était de se cultiver, c'était de passer du temps à lire. Et de s'informer de ce qui se passait autour de lui, bref, de s'inventer, quoi, de se construire. Après ses classes préparatoires en Belgique et au lycée Stanislas à Paris, Charles intègre à 18 ans l'école militaire de Saint-Cyr, donc en 1909. Il y étudiera jusqu'en 1912 et en sortira 13e, je l'ai dit, lors de la remise des diplômes. Et voilà, en août 1914, la guerre éclate. Charles est alors lieutenant du 33e régiment d'infanterie d'Arras, après d'âpres combats menés à Douaumont. Il est blessé, ce pour la troisième fois, et fait prisonnier par l'ennemi au fort d'Ingolstadt, après quelques temps de soins à l'hôpital de Mayence. Jean-Luc Barré, cette frustration de n'avoir pu servir plus longtemps arme à la main son pays va suivre Charles, son regret de 14-18. Bah, c'est quand même, on peut pas comprendre De Gaulle si on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est un aspect qui a été finalement assez minoré par les autres biographes. Je ne sais, et moi sur lequel je mets beaucoup l'accent. Je crois que en fait, il y a un basculement dans la destinée de Charles de Gaulle. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'imaginait à l'âge de 15 ans en général battant les Prussiens à l'âge de 40 ans. C'est pas du tout ce qui va se passer, parce qu'en réalité, sa carrière militaire, lui qui se projetait dans l'idée d'être un grand soldat comme Condé, Dumouriez, Turenne, etc., c'est pas du tout ça. Il sera jamais, à aucun moment, il sera un général qui s'imposera sur le champ de bataille. Il y a eu Montcornet en 1940, mais enfin Montcornet en 1940, c'est quand même pas ni Austerlitz ni Jemappes. Donc non, en fait, il se lance dans cette guerre de 14, il a 24 ans et c'est pour s'illustrer sur le champ de bataille. C'est pour devenir un grand soldat. Donc il est blessé à plusieurs reprises, il est finalement emprisonné et le temps de captivité dure très longtemps. Donc il passe en fait en réalité à côté de son rêve d'adolescence. C'est ça qui se passe. Et toute la vie de De Gaulle, elle est faite de ruptures, elle est faite de moments où il reprend des choses en main, où il réinvente des choses, où il se redresse là où il est tombé, et c'est comme ça que ça invente son destin. C'est tout sauf un destin linéaire, c'est tout sauf une carrière. Il n'y a pas de carrière chez De Gaulle. Aujourd'hui, personne n'imagine de réussir sans faire carrière. Mais lui, il a un destin, c'est autre chose. Et un destin, ça se construit comme ça. Ça dépend aussi de ça. Mais la grande capacité qu'il a eue ce qu'il avait sans lui, c'est qu'il a transcendé d'une certaine manière cet échec, cette humiliation même de 1917-18, où il est prisonnier longtemps, en dépit de quelques tentatives d'évasion, mais enfin il ne réussira jamais à s'évader. Il le transcende par la capacité qu'il a
finalement de réfléchir à des sujets auxquels les soldats ne sont pas invités à réfléchir, c'est-à-dire les questions politiques, les questions de l'État. C'est l'époque, je rappelle, où les soldats ne votent pas. Ils ne peuvent pas être candidats à l'élection, ils ne votent pas. Bah, lui va se prononcer en captivité sur la vie politique, sur le fonctionnement de l'État, sur le commandement militaire. Et donc, de cette rupture-là, comme il y aura une rupture en 40, bah, il y a une première rupture là, avec ce qui était son rêve pour devenir finalement, progressivement, un homme d'État. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de métamorphose qui se fait, et on ne peut pas comprendre De Gaulle si on ne sait pas qu'à un moment donné, il a pris conscience que sa vocation devait être là, et que surtout, ce qu'il exprimera dans un livre après, que le politique a une sorte de primauté sur le soldat. C'est très important, parce que c'est l'époque où il y a le général Boulanger, après il y aura Maréchal Pétain, où les soldats ont tendance à vouloir prendre le pouvoir, même sans faire des coups d'État. Mais donc, lui, il prend conscience que sa vocation, c'est d'être un homme d'État, et que, en étant un homme d'État, il se situe au-dessus des hiérarchies militaires. C'est pour ça qu'il va s'autoriser d'ailleurs beaucoup de formes de liberté intellectuelle après. Après sa libération en décembre 1918, De Gaulle part aussitôt former les armées de Pologne qui combattent contre l'armée rouge. Rentré en France, il rencontra la discrète Yvonne Ventoux. 2 jours seulement, Ventroux, 2 jours seulement après sa première soirée avec Charles, qui a alors 31 ans, à Versailles. Vous savez que c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur. Yvonne va déclarer à ses parents, ce sera lui ou personne. Ainsi, elle se fiança avec le capitaine le 11 novembre 1921 et se maria avec lui en l'église Notre-Dame de Calais le 6 avril de la même année. Alors de cette union naquirent 3 enfants, feu Philippe de Gaulle qui nous a récemment quittés, Elisabeth de Gaulle et la Benjamine Anne de Gaulle, porteuse d'une trisomie 21. Jean-Luc Barré, quel rôle et quelle place occupa Yvonne de Gaulle dans la vie de Charles? C'est un sujet vaste, mais je veux dire, d'abord c'est un mariage d'amour, parce qu'ils se sont choisis mutuellement alors que leur famille leur destinait d'autres conjoints. Je crois que profondément c'était un couple uni, même s'il y a pu avoir chez Charles des tentations que j'évoque, mais c'est une femme de caractère, et en même temps très dévouée à son mari, très amoureuse de son mari, et donc consciente assez vite de la supériorité, de la singularité de cet homme. Alors, je crois qu'elle n'a pas beaucoup pesé sur les choix qu'il faisait. Je crois qu'il l'écoutait, je crois qu'elle lui donnait son avis. Mais enfin, elle incarnait pour lui sans doute une forme de bon sens qu'il n'y avait pas forcément chez lui. Je ne dirais pas de Gaulle, c'est un homme de bon sens. C'est un homme qui a du génie, c'est un homme qui a un sens des choses, mais qui n'a pas un bon sens au sens pratique du mot. Et je pense qu'il était là chez elle. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette femme qui passait un peu pour une femme conservatrice, etc., elle était moins qu'on l'imagine. Elle a quand même été capable de suivre cet homme quoi qu'il ait fait. C'est-à-dire qu'il est quand même rompu en 40 avec tout pour partir dans des conditions incroyables. Elle l'a accompagné. Elle était au départ, elle était assez effacée. Je pense que plus le temps a passé, plus elle a imposé quand même sa présence. Mais ce qui est sûr, c'est que, alors d'une part, encore une fois, c'est tout sauf une potiche, donc c'est quand même une femme dont la parole devait être entendue par Charles. Pas toujours suivie, mais entendue. Et puis ils ont quand même traversé ensemble ce vrai drame qui est celui d'avoir un enfant handicapé, et sacrément handicapé, puisqu'elle est morte jeune, et de ce handicap. Et donc je pense qu'une grande partie de la vie de Yvonne a été quand même marquée aussi, jusqu'en 1948 en tout cas, par ce drame. Mais je crois que le destin de Charles de Gaulle n'aurait peut-être pas été de même si elle n'avait pas été là. Je pense qu'elle lui a apporté une forme de sécurité. C'était pas quelqu'un de très... C'est quelqu'un qui était un peu provocateur, enfin qui avait un côté un peu nomade finalement, qui avait un côté un peu marginal, et je pense qu'elle lui a apporté pas une forme de stabilité bourgeoise, parce que c'est pas des bourgeois ces gens-là, mais enfin d'abord il y a l'aspect financier, je pense qu'elle l'a aussi à un moment donné, elle gagnait pas finalement très bien sa vie, et elle était issue d'une famille riche. Mais c'est pas tellement ça, c'est une fusion de deux êtres qui ont partagé une même aventure, même destin. Elle a été à la hauteur de ce destin. Voilà, elle n'a pas été un frein, elle n'a pas été une femme finalement banale. Je pense qu'elle lui a apporté à un moment donné quelque chose qui a compté pour lui dans une forme d'équilibre personnel. Voilà, ça je crois profondément, et elle
elle avait des opinions, elle avait ses têtes d'ailleurs, elle avait des gens qu'elle aimait, d'autres qu'elle aimait pas, mais elle a su exister en ses façons. Voilà, c'est pas mal. Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit-on. Vous y croyez? Oui, enfin, oui, enfin, peut-être, mais il y a des femmes parfois un peu encombrantes, ou peut-être qui ne sont pas des femmes qui jouent un rôle toujours. Je suis pas sûr que Napoléon était très servi par les femmes qu'il avait, par exemple. Mais donc c'est pas forcément ça. Oui, enfin en tout cas un couple. Dès l'instant qu'il y a un couple, il y a une autre personne, bien sûr, mais elle se cachait pas. Enfin je crois pas qu'en plus qu'elle se cachait derrière le grand homme. Je crois qu'elle l'a accompagné. Voilà. Au niveau qui était le sien, c'est une femme qui savait tenir sa place et son rang. Non, c'est des mots qu'on n'emploie plus maintenant, mais tenir son rang, c'est-à-dire consciente quand même de ce qu'était son rôle et de vivre à côté d'un grand homme. Ça, je crois qu'elle n'a jamais douté. Elle a très peu parlé. Et sa place, comment? Elle a très peu parlé, elle a donné aucune interview. Non, non, Elle mais a- enfin, on a des correspondances, on a des. Oui, bien sûr, mais ça se sentait, ça se voyait. Non, bien sûr, mais non, mais d'ailleurs, elle a même brûlé les affaires de son mari après sa mort, enfin. Et elle est morte de manière quasi anonyme chez des religieuses, dans le 7e arrondissement de Paris, enfin. Aucun désir de faire parler de soi, mais il y a une biographie d'elle notamment, et quand on lit l'histoire de sa vie, on voit une vraie personnalité. C'est pas du tout quelqu'un de banal. Bon, et je crois d'ailleurs que De Gaulle n'aurait pas supporté forcément une femme banale à ses côtés, il n'a pas besoin de ça. Mais non, elle s'est pas exprimée, enfin, donc, encore une fois, il y a des correspondances d'elle qui existent, et puis des témoignages surtout qui montrent une personnalité forte. Hein, c'est quelqu'un qui avait d'abord de l'humour, ensuite un franc-parler. Voilà, tout ça, ça ne faisait pas une femme du tout effacée, hein, mais, encore une fois, qui avait quand même conscience que, comme le reste de la famille d'ailleurs, comme Philippe et les autres, qu'il y avait un grand homme dans la famille. Voilà. Donc, à partir de là, on était là aussi pour, je dis pas pour servir le grand homme, mais pour l'accompagner, Hmm. pour l'escorter. Vous l'avez dit, un franc-parler. Est-ce que c'était finalement Yvonne la seule personne qui pouvait contredire, du moins dire ce qu'elle pensait réellement au général? Ah, je pense qu'elle n'hésitait jamais. Je pense qu'elle n'hésitait jamais, mais pour autant, est-ce qu'il l'écoutait? J'en sais rien. Je pense il écoutait beaucoup plus on le dit. Enfin, c'était pas non plus un homme c'est pas quelqu'un qui est entouré. D'abord, il sait jamais. Vous savez, la différence, c'est quand je regarde aujourd'hui la situation politique, quand je vois peu de, enfin, je sais pas, je vous mets au défi de me citer les 5 ministres que vous connaissez. Bon, vraiment bien. À l'époque, De Gaulle s'était entouré des meilleurs ministres. Et c'était pas n'importe qui, c'était Michel Debré, c'était Georges Pompidou, Premier ministre, c'était Pierre Messmer, c'était Maurice Couve de Murville, enfin des gens éminents. Donc ces gens-là n'étaient pas des gens effacés. De Gaulle s'est jamais entouré de gens, il pourrait exister, il n'a pas besoin d'exister de manière narcissique et solitaire. Donc quand vous vous entourez des meilleurs, vous prenez le risque, pas forcément d'être contredit, mais en tout cas d'avoir des gens autour de vous qui vous disent ce qu'ils pensent et qui vous servent parce qu'ils vous disent ce qu'ils pensent. Et donc, je pense qu'Yvonne, c'est le même cas. Je pense que De Gaulle n'avait pas ce besoin, encore une fois, d'avoir un entourage effacé pour exister. Et c'est vrai qu'on connaît du moins mieux l'homme public que l'homme privé. Comment était De Gaulle le père, le mari au quotidien avec ses enfants? Bon, Très écoutez, proche de proche, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, la d'abord petite avec Anne Anne. notamment? Alors, avec Anne, il y a une vraie relation d'affection. Je pense que la part d'humanité de Gaulle, il y a beaucoup d'humanité chez lui, hein, mais la part d'humanité, la part de sensibilité, la part presque religieuse aussi, l'humilité finalement, la part d'humilité que le chrétien peut éprouver, c'est Anne qui lui a apporté. Je pense que Anne il est très touchant les photos qu'on a de lui avec Hmm. au bord de la mer avec elle. Enfin, songez qu'à des époques où il quittait, il était à Metz, il prenait la voiture pour y rentrer à Colombey parce qu'il savait que Anne qui criait, qui hurlait, et l'appelait, et elle ne se consolait que quand son père était là ou lui chantait des chansons. Enfin, donc c'est quelque chose. Et donc De Gaulle, là, il y a évidemment une affection presque forcée, parce que sa nature était extrêmement pudique, et même un peu orgueilleuse. Après, avec Philippe, il l'a accompagné dans ses études.
Il s'intéressait à ses devoirs, il s'intéressait à sa carrière. Il y a des mots très beaux à Philippe. Il l'appelait mon cher vieux garçon, enfin des formules comme ça. Et avec Isabelle, je le sais un peu moins, mais je crois en tout cas qu'il a été un père plutôt attentif, au fond, avec ce grand destin qu'il accaparait, mais ne peut pas dire qu'il soit éloigné de sa famille. Je pense la famille de Gaulle, elle existe en tant que famille. Mais d'ailleurs, c'est une famille très, comment dirais-je, très soucieuse de ne pas faire parler d'elle. Il y a une règle, vous savez, l'amiral de Gaulle est mort. Il n'a jamais été fait compagnon de la Libération, ce qui était pour lui un grand chagrin, je crois. Mais voilà, on se met pas en avant. Cette famille très soudée, très close au sens de secrète. Enfin, on n'étale pas au dehors les problèmes de la famille. Le problème d'Anne était connu, mais je veux dire, en dehors de ça, tout était privé. Il n'y avait pas une confusion comme aujourd'hui entre la sphère privée et la sphère publique, pardon. Et donc, il a été un père aimant, moi je crois, plus qu'Yvonne d'ailleurs, parce que Philippe de Gaulle me disait, mais il l'a dit à d'autres, mais au fond, ma mère n'aimait que son mari. Ça veut dire elle nous a moins aimés à nous, les enfants. Donc, mais en tout cas, Charles de Gaulle s'est intéressé beaucoup à la carrière de son fils, dont il voulait qu'il soit diplomate d'ailleurs, mais il est devenu marin. Et je crois qu'il y avait, avec toute la pudeur de cette famille, parce que c'est des familles où à l'époque, on n'exprimait pas ses sentiments. Voilà. On n'était pas censé pleurer sur son sort. C'est d'époque ou c'est spécifique à la famille? Non, c'est l'époque. C'est d'époque. Non, c'est l'époque dans ces milieux-là. Non, dans ces milieux-là. C'est Bernadette Chirac qui disait tout le temps que sa mère lui avait dit tu pleureras demain. Tu pleures pas aujourd'hui. Voilà, tu ne pleures pas d'une certaine manière. Donc il y a l'idée quand même de la pudeur, de la tenue, de l'éducation. Donc c'est pas des milieux extrêmement détendus. Mais c'est une certaine idée de l'aristocratie française, plus que bourgeoise d'ailleurs. La bourgeoisie peut se laisser aller, l'aristocratie ne se laisse pas aller. De retour en France, donc il revient Surtout à Versailles. Surtout à Versailles, c'est sûr. On salue nos amis versaillais.